Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe, journée numéro 39. Journée numéro 39 qui marque plusieurs choses. Déjà, un nouveau départ. Ça, c'est pas pour le Vendée Globe, c'est pour le Jules Verne. Deuxièmement, on est en avance sur le record. C'était pas arrivé quasiment depuis le début de la course. Troisièmement, beaucoup de soucis encore une fois sur cette journée, avec pas mal de problèmes techniques pour pas mal de bateaux sur les dernières heures de compétition. Quatrième, eh bien, Charlie Dalin a retrouvé des couleurs et va à très haute vitesse pour le moment. Il est en train de faire mal à ses adversaires. Je dirais pas qu'ils prennent le bouillon pour le moment, mais bon, grosso modo, ce qu'ils avaient repris, ils sont en train de le perdre de nouveau, parce que ça va extrêmement vite pour Charlie Dalin en ce moment. Bon, on regarde tout de suite la vidéo, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, les 3 top 10 qui sont sortis les 3 derniers jours, mais également vidéos biathlon en ce moment avec Annecy le Grand Bornand, et notamment le sprint homme, si vous voulez retrouver mon débrief de la course, notamment avec les analyses au niveau des temps de ski. Et au niveau du temps de tir également. Deux moyens de me soutenir. La première, de s'abonner, de rajouter la petite cloche. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Deuxième moyen, ça c'est seulement et seulement si vous en avez les moyens, l'argent, et que vous en avez l'envie aussi, eh bien vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec la météo. Alors vous voyez que la situation météo, on va peut-être se remettre déjà sur les bateaux de tête. Bon, on est en train de retrouver presque deux systèmes différents, avec une dépression qui est en train de s'en aller et qui va poursuivre les bateaux de tête, donc qui vont aller très très vite dans les heures à venir, dans des conditions qui vont être assez toniques quand même, parce qu'il y a un petit peu de mer. Donc il va falloir essayer de rester dans cette zone-là avec peu de mer au niveau du point Nemo. Et derrière, je dirais pas que c'est la Bérésina, mais il y a une zone de molle qui est en train de les rattraper. Et bon, on essaye de l'éviter. Alors, il faut monter un petit peu plus au nord pour essayer de l'éviter. Mais il faut manœuvrer. Et forcément, ces temps de manœuvre, c'est du temps où le bateau perd de la vitesse. À chaque fois avec ces changements de direction, et ces changements de direction font que les moyennes sont moins bonnes dans le groupe Bayou que dans le groupe Charlie Dalin, ce qui fait des grosses différences quand même de vitesse, et les 3 de devant s'envolent de nouveau, et les 3 de derrière, je dirais pas mangent leur pain noir parce que ça va quand même vite, mais n'arrivent plus à suivre les cadences et les vitesses, et surtout il faut éviter cette zone de molle, notamment pour Justine Métro, parce qu'on voit que ça avance quand même pas mal fort, donc elle va devoir cravacher, et elle a eu des dernières heures compliquées, Justine Métro. Derrière, la zone de molle, c'est en train d'être, je dirais pas l'histoire ancienne, mais c'est en train un petit peu de s'arrêter, mais avec des conditions de début de sa Pacifique qui vont quand même être extrêmement compliquées, entre Damien Seguin et Clarisse Kremer. Donc Samantha Davis, Clarisse Kremer maintenant navigue au près, ce qui n'arrive quasiment jamais dans un Vendée Globe dans les mers du Sud, de naviguer au près, c'est-à-dire face au vent. Donc c'est forcément une navigation qui va moins vite, parce que le vent rentre pas bien dans les voiles, tout simplement. Du côté de Romain Tanasio, la fenêtre, lui, s'est refermée complètement sur lui. C'est-à-dire qu'il pensait passer dans un petit trou de souris pour rejoindre Clarisse Kremer et Samantha Davis comme Benjamin Dutreux, sauf que il s'est retrouvé dans une énorme zone de molle. Il a quasiment fait 24 heures sans avancer, et c'est pas beaucoup mieux pour Damien Seguin depuis quelques heures, parce que lui aussi est tombé dans cette zone de molle. Zone de molle qui avance pas bien vite, comme vous le voyez, et qui est encore assez étendue, ce qui fait que pour les bateaux à dérive droite, il va y avoir une zone de transition à gérer ici. Pour le moment, ils ont encore un petit peu de vent, sauf que ça va se calmer dans les prochaines heures, ce qui va peut-être permettre aux bateaux qui ont été distancés par Jean-Luc Ham, qui ont été distancés par Benjamin Ferré, de revenir un peu par l'arrière, parce que ils vont tomber dans une zone avec moins de vent, alors que derrière ça va continuer à avancer, avec en plus une mer qui va être raisonnable pour des mers du Sud, 3,50 m à peu près, entre 2,50 m et 3,50 m de vent.
Et derrière, bah, ça sera extrêmement calme quand on voit dans les heures à venir, hein, quand ils seront ici, bah là ils sont dans du vent mou. Dans du vent mou et bah, il va falloir réussir à monter plus nord parce que je suis pas sûr qu'une voie suite soit possible pour eux. Donc ça va vraiment, vraiment pas être facile pour les bateaux de derrière. Et encore une fois, eh bien, le vent, le climat, Éole n'a pas été avec les concurrents de derrière parce que à chaque fois, les conditions ont été plus compliquées jusqu'à maintenant pour les concurrents de derrière que pour les concurrents de devant, à part là, il y a quelques jours, avec le groupe Thomas Ruyant, qui avait des conditions qui étaient un petit peu meilleures que le groupe Charlie Dalin, mais quand même très souvent, les concurrents du groupe de tête ont eu des conditions meilleures que les groupes de derrière. Et ça, c'est, on va dire, un petit peu le résumé météo, si on devait le faire pour le moment de ce Vendée Globe. Tout derrière, on va dire, pour le groupe, tout derrière, pour le groupe Fabrice Amédo. Alors, vous voyez Antoine Cornic, là, faut qu'il cravache, parce que sinon, il va tomber dans une zone de molle. Donc, il va tout faire pour essayer de l'éviter. Zone de molle qui va un peu bloquer le passage, normalement, de Manuel Cousin Amédéo et Denise Van Winberg, le Belge. Donc, eux, je pense, ils peuvent se retrouver bloqués dans la zone de molle parce qu'il va falloir avancer, mais avancer avec le front et pas plus vite. Donc ça va être la grande question. Après, normalement, avec des bateaux de cette génération-là, ils sont en capacité de le faire, donc de ne pas avancer plus vite que le front, même en étant à 100%. Mais voilà, il faudra quand même faire attention dans ces zones-là. Et dans les jours à venir, Antoine Cornic a plutôt une bonne trajectoire quand on voit, mais il faut vraiment qu'il descende plus sud, Antoine Cornic, qui va être obligé. Avec cette zone-là. Et par contre, ça va pas être facile non plus pour Jin Kunshu parce que je pense qu'il va devoir faire du prêt à un moment pour remonter comme ça, pour retrouver, on va dire, cette zone-là. Donc ça va être loin d'être évident pour lui. Ça va vraiment pas être facile pour la suite de la course. Pour le moment, dans les informations sur les concurrents qui ont abandonné. Pour le moment, Pip Air est toujours dans sa remontée vers l'Australie, hein, vous voyez, c'est très compliqué, je pense qu'il y en a encore pour au moins 4-5 jours, donc je suis pas sûr qu'elle arrive avant Noël vraiment en Australie pour pouvoir vraiment se reposer, parce que là c'est des conditions qui sont compliquées, ça fait déjà depuis 3 jours, hein, je crois. Pip Air, si je reviens sur ces problèmes, Pip Air, dématage... C'était 1, 2, 3, 4 vidéos. Voilà, donc ça fait, 3 jours, 3-4 jours qu'elle a dématé Pip Air. Et vous voyez que elle a dématé à peu près ici. En 4 jours, il n'y a pas eu une grande avancée en termes de trajectoire. Donc c'est assez compliqué voilà, pour elle. Vous voyez, ça n'avance pas hein, pour Pip Air. Voilà, elle a dématé. Il y avait Romain Athanasio, vous voyez, Benjamin Dutreux. Et là, elle a dématé. Donc changement de cap de course. Et alors là, c'est depuis... extrêmement compliqué et en plus il y a beaucoup de molles donc ça va pas l'aider du tout pour avancer Pip Air. Du côté de Sabolch Veres, Sabolch Veres. On n'aura jamais réussi à le dire correctement. Je m'excuse pour les Hongrois qui nous suivent. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais bon, c'est une catastrophe. Sur New Europe, il a dit grosso modo, ça a été une course très compliquée. Hein. Il est arrivé à Cape Town, à côté de Louis Burton, en passant. Et très compliqué pour lui. Cette course, en fait, il a dit quasiment le problème qu'il a eu aux Canaries, enfin avant les Canaries, mais qu'il a réparé aux Canaries, en fait, ça lui a coûté presque sa course parce qu'il a dit il n'a jamais réussi à récupérer un bateau à 100%. Et ensuite, il y a eu vraiment une grande interrogation sur le fait de continuer ou pas. Et il s'est dit non, je pars pas dans les mers du Sud en n'ayant pas un bateau à 100%. Et surtout qu'il était dans une situation qui était bien plus complexe par exemple qu'à Eric Bellion qui lui a continué pour le moment un bateau qui tient, c'est que lui il n'avait pas de concurrent autour de lui pour le secourir. Et imaginons qu'il aurait eu un problème en plein milieu de l'océan Indien, c'était quasiment impossible de le secourir. Donc je pense qu'il a joué également sur son choix d'abandonner en étant un marin intelligent, ce qu'avait fait également Louis Burton parce que son bateau continuait de fonctionner, mais il disait qu'il y avait un deuxième problème structurel sur son bateau, donc il risquait une casse, et au milieu du Pacifique, avoir une casse à côté du point Nemo, c'était pas l'idée du siècle. Bon, on passe désormais aux concurrents qui ont eu des problèmes techniques sur un peu plus que les 24 dernières heures, je dirais les 30 dernières heures, et on commence avec Louis Duc
Problème au niveau de la barre de liaison du Safran du côté de Louis-Duc. On va le retrouver ici, les 24e Louis-Duc. Donc en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, la direction sur un bateau. Donc vous avez deux safrans. On va dire que les deux safrans, ce sont les roues. Vous avez la barre. La barre, c'est le volant. Bon. Et entre les roues et le volant, eh bien, vous avez la direction. La direction, c'est la barre de liaison. C'est ça qui fait en fait office de transition entre les informations que vous allez transmettre à la barre et ce qui va arriver dans le safran. Pour faire, on va dire, un peu communément. Cette barre de liaison, c'est une barre métallique, hein, il y a une sorte de terminal, on va dire, un peu de bloc de direction sur un bateau, on va expliquer ça comme ça, qui est à l'arrière. Donc vous le voyez, c'est un peu le bloc carré qu'il y a sur beaucoup de bateaux. Vous avez un bloc carré à l'arrière des bateaux, assez massif. C'est à peu près là où se situe souvent l'endroit où les deux barres de liaison donc de chaque safran sont raccordées. Et ensuite, ce bloc est relié à la barre, et c'est ce qui permet de manœuvrer tout simplement la direction. Là, donc Louis-Duc, il a eu un problème dans sa barre de liaison entre le safran et ce terminal, on va dire. Il pensait à peu près savoir ce qui s'est passé. Enfin, il a fait la vacation ce matin, il disait à peu près qu'il pensait comment ça s'était déroulé. Donc il a fallu réparer, ce qui a pris forcément un petit peu de temps dans le vent, ce qui a fait que les moyennes hier et aujourd'hui n'ont pas été excellentes. Pour Louis-Duc, qui a dû faire des réparations. Alors l'avantage c'est que Louis-Duc, je vous en avais parlé, il a travaillé dans un chantier naval, donc il sait un petit peu réparer des bateaux. Je rappelle qu'il connaît très bien son bateau parce qu'il l'a repris en état d'épave et qu'il l'a entièrement refait aussi. Louis-Duc, parce qu'en fait il avait le bateau sans avoir de sponsor. C'était également le cas de Tanguy Le Turquet qui avait le bateau sans avoir le sponsor et qu'on trouvait un sponsor après avoir récupéré le bateau, ce qui est une grosse prise de risque. Et donc Louis-Duc, il l'a refait entièrement ce bateau, donc ce qui veut dire qu'il le connaît quand même très bien, Louis-Duc, et il a pu redémarrer, mais forcément il a fallu affaler la grand voile. Donc diminuer énormément le rythme pour pouvoir réparer et le temps de relancer la machine, eh bien ça vous fait perdre des milles sur vos moyennes de 24 heures. Comme on est à côté, on va en parler tout de suite de Tanguy Le Turquet. On vous avait dit hier, Tanguy Le Turquet, problème structurel sur son bateau. Donc en fait il y avait un longeron qui était décollé, donc avec une cloison, donc il y avait une fissure dans le bateau, à l'intérieur du bateau. Pour faire simple, ce qui fait que potentiellement le fond de coque, donc le dessous du bateau, pouvait se barrer. Enfin, une partie du fond de coque pouvait se barrer et forcément, voie d'eau, Titanic, pas l'idée du siècle. Donc du côté de Tanguy Le Turquet, eh bien il a fallu réparer. Le problème, c'est que pour réparer sa cloison, il fallait en fait que le bateau soit stable. Sauf qu'il était dans une zone avec pas mal de mer hier, notamment 6 mètres de creux. Donc 6 mètres de creux, quand le bateau fait comme ça, comme s'il traversait des dunes du Dakar, c'est pas vraiment l'idéal pour pouvoir réparer. Donc il a fallu attendre un petit peu de vent calme. Et puis ensuite, il a eu un deuxième problème, Tanguy Le Turquet, c'est qu'il avait plus de moyens de communication. Il a une antenne, donc lui il passe pas par Starlink, j'ai l'impression. Il y a des concurrents, il y a quand même pas mal de concurrents qui passent par Starlink, mais il y en a certains qui passent pas par Starlink. Je crois Tanguy Le Turquet. Donc on avait dit Jean Le Cam. Je crois qu'il y a Guiret Soudé, Antoine Cornic. Donc qui passent par des systèmes qui fonctionnaient aussi, qui fonctionnaient bien avant, parce que Starlink marche pas non plus parfaitement partout sur les 4 coins du globe. Mais ça permet surtout de diminuer les coûts. C'est surtout ça ce que disait Bestaven dans son interview. Je crois que c'était au Moscato Show où il le disait. Ça permet de diminuer les coûts énormément. Du côté donc de Tanguy Le Turquet, son antenne ne marchait plus. Enfin, il n'arrivait plus à recevoir des informations. Donc il a dû, dans un premier temps, se débrouiller seul. Donc faire de la stratification. Donc refaire, on va dire, du carbone aussi. Donc il a dû poncer. Parce que c'est un peu comme si vous mettiez de la peinture sur un mur. C'est un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'il faut poncer. Il faut enlever la peinture qui était déjà présente sur le mur, et puis ensuite, pour pouvoir
coller, on va dire, comme si vous refaisiez de la peinture sur une surface propre. Si vous peignez pas sur une surface propre, ça va jamais tenir. C'est un peu la même idée. Et donc du côté de Tanguy, enfin un minimum propre, s'il y a de la graisse par exemple, ou s'il y a de la saleté sur l'endroit où vous voulez repeindre, notamment si vous voulez faire de la carrosserie de voiture, si vous voulez repeindre dans ce genre de situation, si vous avez regardé Top Mécanique, il faut plutôt nettoyer sa voiture. Donc c'est un peu le même principe du côté de Tanguy le Turquet, et donc il fallait poncer, en plus il a pas mis de masse, donc il s'en est pris plein la gueule, et puis après il avait toujours pas de communication, donc il a commencé la stratification. Heureusement son antenne a voulu de nouveau marcher, donc il a appelé son équipataire a appelé l'architecte du bateau, le premier architecte du bateau, pour savoir si en stratifiant de cette manière là ça allait marcher. Il y a eu la confirmation que ça allait marcher, donc ensuite il a fallu faire 3 couches pour stratifier, que ça soit rigidifié, et ça a pris 36 heures, il a dit à peu près, Tanguy le Turquet, donc 36 heures où la course était en mode on-off, et plutôt off à ce moment-là, avant de la redémarrer. Donc là encore, c'est une perte de temps, et c'est ce qui fait qu'il a été décroché par le groupe Jean Le Cam, et qui se retrouve désormais à portée d'un Sébastien Marcel, par exemple, qui était un petit peu plus loin dans l'affaire, et qu'en plus en termes de trajectoire il a fallu aller dans des zones un petit peu plus calmes, donc ça a été un petit peu plus subi pour lui. Violette d'Orange également dans ce coin-là a eu un petit problème, un gros problème même. Violette d'Orange, en fait Violette d'Orange elle n'a pas voulu faire une manœuvre, elle s'est dit non, bon le front va me passer sur moi, mais ça va aller assez vite, ça va tenir, on va dire, avec le toilage que j'avais à ce moment-là. Je suis un peu surtoilé, mais ça va pas poser de problème. Sauf qu'en fait, ça a été une erreur. Elle s'est retrouvée à avoir une risée de 50 nœuds et le bateau est parti au tas. Donc autant vous dire que c'était pas l'idée du siècle. Et quand il est parti au tas, elle a entendu un gros crack au niveau de la basse-taque. Donc il y a eu un souci au niveau de la basse-taque qu'elle a réussi à réparer. Donc la basse-taque, vous savez, c'est la partie tout en bas de la grand voile, donc la partie rigide en bas de la grand voile, pour vous expliquer. Et ensuite, il y a eu également un problème avec sa voile, avec son frot. Son frot a été cassé, donc pour moi c'est le FR0, mais peut-être que j'ai mal compris. N'hésitez pas à me le redire dans les commentaires. Donc qui a été cassé dans l'affaire, donc il y a beaucoup de réparations à faire pour Violette d'Orange. Qui a fait un peu d'inexpérience. Voilà, je le dis toujours sur le Vendée Globe, faut jamais reporter sur un Vendée Globe, faut jamais reporter au lendemain, faut jamais reporter les choses. Là, peut-être un petit peu de fatigue, un petit peu de fatigue physique ou mentale, elle s'est dit ça va passer. Eh bien non, ce n'est pas passé. Peut-être un petit manque de lucidité également à ce moment-là à cause de la fatigue. Et ça fait là encore du temps de perdu pour Violette d'Orange. On a parlé de Tanguy le Turquet, on n'a pas parlé d'Isabelle Yoshke dans ce petit groupe-là. Du côté d'Isabelle Yoshke, eh bien, un problème de bosse de riz du côté d'Isabelle Yoshke, qui a passé le Cap Lewin, qui va tenter de rentrer dans l'Indien, dans le Pacifique, pardon, dans les heures à venir. Et donc Isabelle Yoshke, qui a cassé donc la bosse de riz. La bosse de riz, c'est un cordage, voilà, qui permet d'enlever un riz, d'enlever 2 riz, d'enlever 3 riz. Donc là c'est la bosse de riz qu'il faut donc réparer. Elle a fait un système, on va dire, de secours pour le moment, mais il faudra réparer un peu plus en profondeur, sauf qu'elle attendait en fait de rentrer dans la zone de molle, parce qu'elle sait qu'elle va rentrer dans la zone de molle pour pouvoir réparer au calme sans trop de soucis du côté d'Isabelle Yoshke. Donc problème sur ce bateau Emma CSF. Autre concurrent qui a quelques soucis physiques, c'est Damien Seguin. Je vous rappelle que Damien Seguin, il avait eu un choc, c'était en début de semaine. Petit peu, oui, c'était en début de semaine. C'était même le week-end dernier où il a eu un choc assez important quand il essayait de réparer à l'avant de son bateau. Et Damien Seguin, il avait eu un choc au cou. Donc ça, je vous ai dit, ça a l'air d'être réglé parce qu'il a plus de minerve. Il avait aussi un choc au genou. Il n'en parlait pas de son choc au genou. Il en a parlé dans sa dernière vidéo. Eh bien, il a toujours mal au genou. Donc c'est-à-dire que le genou est toujours un petit peu douloureux. Donc il disait qu'à chaque fois qu'il veut faire une manœuvre, qu'il veut faire une opération sur le bateau, notamment du bricolage, il prend un petit peu ses précautions parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, on va dire. Il n'a pas la mobilité exceptionnelle pour le moment, Damien Seguin.
Donc là aussi, petit souci pour le concurrent français. On espère que ça va se résorber assez vite. Arnaud Boissière, j'ai pas d'informations sur Arnaud Boissière et sa poche au genou. On en avait parlé il y a 2 jours. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous communiquer. On continue avec Samantha Davis. On remonte de l'arrière. Samantha Davis qui, elle, a eu une séance bricolage. Voilà, Samantha Davis. Et notamment, elle a indiqué qu'elle a réparé 2 voiles dans cette séance de bricolage. Alors, elle s'en était aperçue avant de rentrer dans cette zone de molle qu'elle avait un problème avec une de ses voiles, donc qui n'était plus utilisable. Donc ça, la première, elle l'a réparée. Et en fait, elle s'est aperçue qu'il y avait un petit souci sur une autre voile, donc elle a décidé de renforcer, et elle a profité d'être pendant 2 jours dans une zone de molle, avec des vitesses qui ont été affreuses pendant 2 jours, pour réparer tout ça au sec, parce qu'en plus elle était en plein soleil, donc c'était l'idéal. Elle a aussi fait la copie de Clarisse Kremer, petit tuto coiffure. On a vu Justine Métro, on a vu Clarisse Kremer, on a désormais Samantha Davis pour le tuto coiffure. J'attends Jean Le Cam pour le tuto coiffure, parce qu'il y a aussi pas mal de cheveux du côté de la tête de Jean Le Cam. Où j'attends, il y a eu Antoine Cornic aussi pour le tuto coiffure, qui s'était coupé les cheveux. Donc on attend d'autres tutos coiffure. Pourquoi pas Yoann Richomme, pourquoi pas qui pourrait nous faire un tuto coiffure aussi dans les heures à venir. Ça va peut-être être l'idée de certains concurrents. Il y a peut-être un marché pour avoir dans 2 ou 3 ans un sponsoring avec Jacques Desange notamment, ou avec Schwarzkopf. Ou avec Petrolane. Et puis dans les concurrents qui ont des problèmes, 2 autres concurrents un petit peu plus haut dans le classement, c'est Justine Métro qui a passé 48 heures extrêmement compliquées, elle l'a dit, les 48 heures peut-être les plus dures de sa carrière sur un IMOCA, et qui ont été les plus difficiles mentalement. Alors déjà, il y a eu un front, ça c'est clair et net. Elle bagarre en ce moment pour être devant la zone de molle, vraiment, donc pour pas tomber dans la zone de molle, mais surtout elle a perdu son aérien. Alors son aérien, ça veut dire les outils, donc la girouette notamment, qui permettent de récupérer les informations, notamment la force du vent, le sens du vent. Donc c'est des informations très utiles pour naviguer, parce que ça vous permet d'éviter de faire des erreurs, tout simplement. Et elle n'avait plus ces informations-là du tout. Donc elle faisait un petit peu de l'à peu près, voilà, elle était un peu à l'aveugle, Justine Métro, et elle a dit que c'était très stressant mentalement de se retrouver dans cette situation-là. Et puis on a Paul Meillat qui est juste devant, qui est 10e. Paul Meillat, problème d'étanchéité au niveau de son bateau. Du côté de Paul Meillat avec Bioterne. Il semblerait que le responsable, alors je l'ai noté, donc il y a de l'eau qui rentre dans le bateau, l'eau en plus rentre au mauvais endroit, c'est toujours au mauvais endroit dans un bateau, mais là vraiment au mauvais endroit, parce que c'est pile là où se situe l'électronique du bateau, et ça serait la gaine de protection de câble de mât qui serait la raison de cette fuite d'eau. Donc il dit tous les 3 heures, il est obligé d'éponger à plat ventre dans le bateau. Donc il disait que c'était pas agréable du tout, surtout que vous vous retrouvez à avoir le ventre complètement trempé. Donc dans cette situation-là. Et puis les dernières informations, ça c'est du côté du Jules Verne. SVR Lazartigue est donc parti. On fera un point sur son classement et sur sa situation en fin de vidéo. Et c'est plutôt pas mal pour le moment. Sodebo, quant à lui, attend encore plutôt un départ samedi ou dimanche. C'était plutôt ça les prévisions pour Sodebo, parce qu'il devait partir à peu près en même temps encore que SVR Lazartigue, sauf que Sodebo considère que la situation météo, la fenêtre météo favorable se décale un petit peu et serait meilleure samedi ou dimanche, c'est-à-dire qu'elle se décale un petit peu dans la semaine, et donc ça serait plus intéressant de partir vendredi soir, samedi, que de partir en même temps que François Gabard. Voilà, 2 réflexions différentes sur la phase de départ de ce trophée Jules Verne, en sachant que la situation est pour le moment très intéressante jusqu'au Brésil. Donc quasiment jusqu'au Cap de Bonne-Espérance selon les prévisions des schémas météo, en sachant que ce sont des prévisions qui ont une fiabilité toute relative, parce que c'est des prévisions à plus de 10 jours, donc autant vous dire que c'est pas l'idéal, mais ça permet déjà de savoir un petit peu où on se situe, et surtout de passer le poteau noir en étant en avance sur le record, ce qui est toujours
En fait, comment on déclare un petit peu une fenêtre météo sur le Jules Verne? On garde les différents fichiers météo donc internationaux et on essaye de savoir quelle fenêtre météo me permet de battre le record jusqu'à l'équateur. Si je ne peux pas battre le record jusqu'à l'équateur, je ne pars pas. Et ensuite, on essaye de voir si la situation au niveau du Brésil est favorable. Donc dans ce début d'Atlantique Sud, on essaie de savoir, en sachant que forcément, c'est pas toujours parfait au niveau des fichiers météo, mais c'est un peu l'idée de savoir comment on démarre voilà, sur un Jules Verne, comment on démarre sur une tentative de record, parce que je rappelle qu'une tentative de record, vous pouvez partir à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'obligation de date, hein, Jules Verne, hein, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Le Jules Verne, c'est juste le record du monde, sans escale, du tour du monde en équipage. Et vous pouvez le faire en IMOCA si vous avez envie aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de partir sur un bateau de la catégorie ultime. Vous pouvez même avoir un bateau qui n'est pas en jauge. Voilà, ce qui était un peu le cas de Spindrift, qui n'était pas vraiment un ultime quand il a tenté son Jules Verne. Bon, on regarde le classement, comme je vous le disais, en ce moment ça va fort pour Charlie Dalin, c'est le bateau le plus rapide. Voilà, tout simplement, sur les 24 dernières heures, 83 000 de parcours sur les 4 dernières heures, c'est le bateau le plus rapide. Donc c'est pas compliqué. Il a fait une petite vidéo de bord pour montrer qu'à l'intérieur du bateau, ça mouille quand même pas mal et que ça va très vite en ce moment dans le Pacifique. Ça cogne un peu, mais vous voyez quand même la différence entre le Pacifique et l'Indien, ça cogne moins. C'est-à-dire que ça va vite, mais ça cogne moins. La mer est plus rangée, va un peu plus dans le même sens en fait. L'océan Indien, c'est un peu un océan qui est comprimé entre l'Atlantique et le Pacifique. Donc il y a vraiment des vagues un peu dans tous les sens. Et là, je dirais que la situation est beaucoup plus favorable pour Charlie Dalin pour enchaîner des grosses moyennes et pour attaquer, surtout avec son bateau. Donc c'est ce qu'il essaye de faire. Donc très belle moyenne aujourd'hui, vous voyez. Alors c'est pas mal pour Johan Richomme et Sébastien Simon. Hein. On est quand même à 533 000 et 524 000. Mais on n'arrive pas à tenir les cadences de Charlie Dalin. Charlie Dalin, il y a un moment dans l'après-midi, il avait une moyenne de 598 000 sur 24 heures. Donc on n'était pas très loin des 612 ou 613 000 du record établi un peu avant dans l'Atlantique Sud sur ce Vendée Globe, donc du record en 24 heures en IMOCA en solitaire. Derrière, Charlie Dalin donc prend de l'avance sur Johan Richomme 55 000, sur Sébastien Simon 80 000, mais aussi sur le groupe de derrière, sur le groupe Thomas Ruyant, Jérémy Bayou, qui est en ce moment en train de faire des manœuvres pour essayer de monter un petit peu plus nord, j'ai l'impression. Et vous voyez que la différence, c'est que Charlie Dalin, vous voyez sa trajectoire, on va dire, il y avait assez peu de grosses manœuvres, il y avait assez peu de changements de bord, voilà, de virements assez importants, alors que là derrière, que ça soit Thomas Ruyant, 2 manœuvres déjà sur les 24 dernières heures, que ça soit Jérémy Bayou, là également pas mal de manœuvres depuis hier 15h, hein, vous voyez, ça commence avec une, deux, enfin oui, je compte une, deux en fait, une, deux avec un petit jibe, 3, 4 pour le moment, 5 désormais. Donc ça fait beaucoup de manœuvres sur les dernières heures. Et puis c'est pareil pour Bestaven, c'est pareil pour Boris Herrmann, c'est pareil également pour Sam Goodchild et Paul Meillat. Paul Meillat donc a perdu sa 10e place au profit de Sam Goodchild. Peut-être aussi que ces problèmes d'humidité, hein, enfin d'eau qui rentre dans le bateau, c'est un petit peu un souci. Vous voyez quand même que les moyennes, là on prend Bestaven, 363 000 seulement parcourus sur les 24 dernières heures. Thomas Ruyant c'est 424, 402 pour Jérémy Bayou, Lunven 422, 422 également pour Boris Herrmann, donc c'est un petit peu moins bien. Et vous voyez que même les moyennes sur les 4 dernières heures, on est aux alentours de 60 000 de parcouru, allez, un petit 73 000 pour Lunven qui va le plus vite en ce moment. Et Boris Herrmann ne va qu'à 52 000 à l'inverse, parce qu'on est dans une zone de transition, et comme on le disait, son bateau n'est pas très bon dans les zones de transition, alors qu'on est à 80 000, 3 000 pour Charlie Dalin, pareil pour Johan Richomme, et 77 pour Sébastien Simon, donc c'est-à-dire que les 3 de devant vont toujours plus vite que le groupe de derrière, donc ce qui fait que les écarts augmentent, parce que Thomas Ruyant est à 817 000, mais on a dépassé les 1000 de retard pour Yannick Bestaven, ce qui commence à être pas tip top pour le moment. Et je pense par exemple qu'une Justine Métro qui est quasiment à 1300 000, et la victoire c'est fini. Elle ne reverra pas, sauf gros problème et grosse modification
de système météo, notamment au niveau du Cap Horn, normalement, ça va être compliqué quand même pour revoir les bateaux de tête parce que ça fait 2 jours et demi, 3 jours de navigation de retard pour Justine Métro. Donc là, ça commence à être un peu trop. Derrière, la zone de molle n'a pas aidé Samantha Davis et Clarisse Kremer. Vous voyez des moyennes affreuses. 200 000 seulement de parcouru pour l'Occitane en Provence sur les 24 dernières heures. 193,4 pour Samantha Davis, c'est-à-dire les pires moyennes de la flotte, avec Romain Attanasio aussi, qui a fait 233 000 pour Benjamin Dutreux. Et Romain Attanasio, c'est lui qui a la pire moyenne, avec seulement 132 000 de parcouru. Vous voyez, une moyenne par rapport à la VMC, donc c'est-à-dire par rapport au vent, donc par rapport à... C'est la vitesse, on va dire, idéale. C'est le chiffre qu'il faut avoir le plus important. La VMC, normalement, est bien seulement de 2,8 nœuds. C'est-à-dire que ça fait vraiment rien. C'est comme s'il était dans un classe mini, on va dire. Donc ça fait vraiment des vitesses affreuses. Et ça va être pareil pour Damien Seguin, qui tombe également dans cette zone de molle dans les heures à venir. Mais vraiment, quand je vous disais que la fenêtre s'est vraiment refermée sur Romain Attanasio, ça a vraiment été le cas pour le concurrent de Net Best Western. Et puis derrière, on retrouve les bateaux à dérive droite avec un énorme Benjamin Ferré encore. 477 000 de parcouru, pourtant avec des conditions de vent qui étaient loin d'être les plus importantes pour le moment du côté de Benjamin Ferré. Mais 477 000, 77 000 parcourus sur les 4 dernières heures, ça veut dire plus vite que Sébastien Simon, plus vite que le groupe entre la 4e et la 11e place. Ça veut dire que ça va vite pour Benjamin Ferré. Ça va quand même vite aussi pour Jean Le Cam, même s'il est à 446 000, 65 000 parcourus sur les 4 dernières heures. Il perd un peu sa vitesse depuis quelques heures, mais vous voyez que le vent diminue, contrairement à Benjamin Ferré. Donc ça va permettre peut-être à Benjamin Ferré de revenir par l'arrière. Benjamin Ferré, pour le moment, il a 100 000 de retard sur Jean Le Cam, en sachant qu'il y a aussi un décalage un petit peu nord-sud. Donc l'écart en fait, il est un petit peu plus grand si on regarde, quoique oui, parce que moi j'ai plutôt 86 000, donc j'ai du mal à... Vous voyez, il doit être plutôt de 103, 104 000 peut-être, mais pas beaucoup plus au final. Vous voyez le groupe des fous furieux à l'avant, des bateaux qui vont vite en ce moment, ils le disaient, ils sont contents que ça soit Alan Roura à 400, quasiment 500 000 de parcouru, Isabelle Yoshke 450 et Giancarlo Pedoté 500 à 1000, eux ils sont contents, Pedoté Alan Roura, parce que ça faisait depuis quelques jours qu'ils en avaient marre quand même de l'Indien, parce qu'ils ont dit, eux ils ont eu des conditions affreuses dans l'Indien. Alan Roura le disait, c'était un peu l'idée de Giancarlo Pedoté, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pu pousser leur bateau à 100%, parce que la mer était tellement désordonnée qu'en fait ils ne pouvaient pas accélérer le bateau. C'est-à-dire que le bateau n'arrivait pas à prendre de la vitesse, c'était un vrai problème pour les deux. Et là, à la fois Giancarlo Pedoté, à la fois Alan Roura étaient très contents de pouvoir utiliser leur bateau à 100% de leur capacité sur les dernières heures. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les deux. Derrière, Tanguy Le Turquet, un petit peu distancé désormais, avec plus de 350 000 de retard sur Jean Le Cam, mais vous voyez, grosse perte de temps avec ses réparations, et seulement 55 000 dans les dernières heures, parce qu'il est dans du vent qui est vraiment pas très fort, mais après il va être un peu poussé. Voilà, vous voyez, il va retrouver du vent qui va être pas mal pour le pousser dans le Pacifique. Et il sera peut-être moins bloqué que Jean Le Cam dans la zone de molle. Et puis derrière, vous retrouvez Louis Duc. Là aussi, des réparations, donc moins de 300 000 de parcouru sur les 4 dernières heures. Mais vous voyez qu'il retrouve quand même des moyennes intéressantes. Sébastien Marseille. Lui qui n'a pas eu de problème, donc 363 000 parcouru sur les 24 dernières heures, quasiment 68 000 sur les 4 dernières heures, et 24 heures, 364 000. Je vais y arriver du côté de Sébastien Marseille. Et puis Violette d'Orange, là aussi des réparations, donc vitesse pas exceptionnelle, 339 000. Alors qu'Éric Bellion 346, et surtout Conrad Coleman qui fait des moyennes hallucinantes là, par rapport à tous les concurrents qui sont à côté de lui. S'il colle quand même plus de 50 000 à Arnaud Boissière, qui a pourtant un bateau à foil. Donc c'est vous dire vraiment la vitesse qu'a en ce moment Conrad Coleman, avec son MS Hamelin, 393 000 de parcouru. C'est-à-dire que le bateau a retrouvé ses capacités, parce qu'il avait eu une séquence réparation assez importante, notamment au niveau de sa grand voile. Donc là, ça se passe très très bien du côté de Conrad Coleman, et qui fait pour l'instant un beau Vendée Globe. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça du néo-zélandais Conrad Coleman. Je vais même cliquer dessus, hop. Mais
il est largement devant Oliver Air, par exemple. Il est devant un Eric Bellion, devant un Guirec Soudé aussi, alors que le projet c'était déjà de finir et surtout c'était pas un projet facile avec l'idée de faire le tour du monde sans énergie fossile, encore une fois, pour pouvoir recharger les batteries de ses systèmes électriques. Donc c'est vraiment complexe parce que le disait notamment en interview Conrad Coleman à TV Vendée, j'avais vu une vidéo de TV Vendée où il disait lui il est obligé de réfléchir comme Fabrice Amédéo également qui est dans la même situation, qui lui a de l'essence mais veut l'utiliser le moins possible, de réfléchir à quand on utilise le désalinisateur, à quand on utilise tel élément électronique du bateau, par exemple économiser les lumières, économiser peut-être parfois un petit peu l'informatique aussi pour pouvoir conserver les batteries et un bateau plus lourd parce qu'il y a plus de panneaux solaires, donc ça alourdit également la structure du bateau et avec des zones de travail qui sont un petit peu réduites également du fait de ces panneaux solaires, donc c'est assez intéressant du côté de Conrad Coleman de voir le Vendée qu'il réalise. Ensuite on retrouve Guirec Soudé, enfin content parce qu'il était dans du vent faible. C'est vrai que lui dans l'Indien il a eu des conditions assez compliquées, notamment depuis le début de la semaine, donc là il était content, avec par contre des conditions extrêmement froides comme pour Sébastien Simon. L'huile d'olive a gelé à l'intérieur des bateaux. Donc ça veut dire qu'il fait vraiment pas très chaud. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop de la température de l'air, mais vous voyez que là on est à 10 degrés à peine et devant c'est vraiment beaucoup plus faible. Là on est à 4 degrés à peine. Et puis l'eau qui reste extrêmement fraîche. Là vous voyez elle est à 7 degrés. Du côté de Guirec Soudé, elle est à 10 degrés, donc ça reste des conditions extrêmement fraîches. Et puis on retrouve ensuite Kojiro, notre ami japonais, qui disait qu'il est admiratif par la performance de Jean-Luc Ham, parce que lui disait que tous les jours il ressentait vraiment l'âge avancé. Il disait qu'il y a 4 ans c'était compliqué parce qu'il venait de se faire opérer du cœur et qu'il ressentait qu'au niveau cardiaque c'était un peu léger, on va dire, au niveau de Kojiro Shirachi. Et là il dit il ressent l'âge, en fait, l'âge qui avance. Et il disait et pourtant je suis plus jeune que Jean-Luc Ham, donc je suis vraiment admiratif des capacités de Jean-Luc Ham à faire fonctionner son bateau, parce qu'il disait que lui il n'utilisait pas le bateau à 100% de ses capacités à cause de ses limites physiques. Et puis on retrouve Antoine Cornic qui était content. Pas d'emmerde ce matin pour Antoine Cornic, donc une journée tranquille. Et puis on retrouve ensuite Jin Kun Chiu et un petit peu derrière au nord, Amédéo Cousin et Dennis Van Woudenberg qui clôturent, on va dire, ce classement pour le moment, le Belge, mais avec quand même 284 000 de parcouru dans une zone pourtant il n'y a pas trop de vent. Et Fabrice Amédéo disait qu'il avait fait une croix sur le classement général depuis longtemps. Voilà, il sait qu'il sera déçu par son classement, Fabrice Amédéo, parce qu'il n'a pas réussi à tenir les bateaux à dérive droite devant lui. On va dire le groupe, on va dire des violettes d'orange et autres. Donc il était assez déçu par ça. Il a dit maintenant l'objectif c'est de finir, c'est l'aventure. C'est plus vraiment la compétition du côté du concurrent français. On regarde les statistiques sur les 24 dernières heures. Donc pour le moment, Charlie Dalin qui a parcouru le plus de 1000 sur les 24 dernières heures, 574 000. C'est le seul qui a fait plus de 1000 km dans la journée. C'est quasiment c'est 75 km de plus, voire un petit peu plus que Johan Richomme, qui est pourtant le deuxième dans ce classement. Et c'est quasiment 100 km de plus que Sébastien Simon, qui est troisième dans ce classement du nombre de 1000 parcourus en 24 heures, mais aussi du classement général. Quatrième, Giancarlo Pedotte, l'italien, mais qui a fait 500 000. Et on n'en a que 4 qui ont fait plus de 500 000 dans la journée. Ensuite, on retrouve en 5 Alan Roura. Alors quasiment à 500 000 Alan Roura. Puis Benjamin Ferré, premier bateau à dérive droite dans ce classement. Isabelle Yoshke, Jean Le Cam, deuxième bateau à dérive droite. Mais vous voyez que Jean Le Cam a fait 60 000 de moins que Benjamin Ferré. Et puis on retrouve ensuite Thomas Ruyant et Boris Herman qui concluent ce classement. Dennis Van Woudenberg a désormais 6000 milles de retard sur Charlie Dalin, même un peu plus de 6000 milles de retard sur Charlie Dalin, ce qui fait 11 320 km de retard. Et comme je vous le disais, on est enfin en avance sur le record d'Armel Lecléache, 582 000 d'avance. En plus, c'est pas une petite avance pour le moment, ce qui fait 1078
km et ça risque de se poursuivre dans les jours à venir du côté du Pacifique qui va être assez tonique pour les concurrents de tête. On finit cette vidéo avec le Jules Verne. Comme je vous disais du côté du Jules Verne, eh bien SVR Lazartigue est parti et SVR Lazartigue a déjà de l'avance sur le temps de notre ami Idexport, donc Francis Joyon. Pour le moment, vous voyez 111 000 pour le moment d'avance pour François Gabard sur son bateau, mais il n'y a pas que François Gabard, donc à chaque fois je suis obligé de reprendre les informations parce que j'ai toujours j'oublie à chaque fois les noms de ces équipiers du côté de SVR Lazartigue. Bien entendu, je tombe sur plein de sites où j'ai pas les équipiers, mais il y a Amélie Grassi par exemple. Vous avez Pascal Bidégory également à l'intérieur de ce bateau. Vous avez à l'intérieur de cet équipage est-ce qu'on va me marquer là? C'est toujours très drôle, hein, parce que personne ne marque l'équipage. Vous avez Pascal Bidégory, pardon, Tom Laperche qui avait fait la Arkea Ultimate Challenge sur ce même bateau, Emilien Lavigne et Antoine Gauthier qui ont participé à la création de ce bateau, qui sont à l'intérieur de l'équipe de Merconcept. Donc voilà, je rappelle, donc François Gabard, Tom Laperche, Pascal Bidégory, Emilien Lavigne, Amélie Grassi qui a notamment été sur le classe 40 Brioche la Boulangère, et puis Antoine Gauthier, donc doivent réaliser moins de 40 jours, 23 heures, 30 minutes, 30 secondes sur ce parcours pour battre le record qui date de 2017 de Francis Joyon. Là aussi un record qui date de 2017 comme le Vendée Globe. Et je rappelle donc que pour le moment, Sodebo n'est pas encore parti. Vous voyez la météo pour le moment, elle est plutôt bonne. Ça devrait aller vite avec une zone de transition comme d'habitude qu'il va falloir passer vers les îles des Canaries et voilà au niveau des îles de Canaries, mais ça va être plutôt pas trop mal. Et si on regarde dans les 3-4 prochaines heures, vous voyez le vent va être plutôt pas mal et cette zone de transition va être plutôt facile à gérer. Parce que normalement, il devrait se retrouver avec pas mal de vent et même pouvoir peut-être éviter la zone des Canaries pour pouvoir passer tranquillement et pas avoir trop de trafic. Donc là, ça va aller très vite dans les heures à venir. Le départ était assez musclé, hein, ce que disait Gabard. Ils ont été obligés de partir avec une zone de navigation un petit peu auprès avec pas mal de mer, mais depuis ils savaient que la fenêtre était plutôt bonne ensuite pour ce départ de trophée Jules Verne. On suivra ça pendant la suite du parcours parce que ça nous amènera peut-être quasiment, si tout se passe bien, à la fin de ce Vendée Globe, et puis rencontreront peut-être certains concurrents du Vendée Globe sur leur parcours, et puis on verra la bagarre avec Sodebo. Bon, nous on se retrouve demain, je sais pas à quelle heure, avec le biathlon. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!